je dis, je sais pas. Le maximum. C'est quoi les personnes aujourd'hui ou notamment qui nient l'existence des chambres à gaz? Je me demande comment ces gens-là osent ouvrir la bouche. Admettons, au début, la première fois qu'ils ont parlé, en effet, il n'y a que dans le camp de Birkenau-Auschwitz qu'on gazait. Non, il y a eu aussi un camp, c'était Sobibor, je crois, et l'autre, je ne me rappelle plus. Mais ces deux camps ont complètement disparu. Il n'y a plus aucune trace de baraques et tout. Alors, il y a des pierres et tout. Mais Birkenau existe. Alors, on aura fait exprès de construire des baraques et de les démolir en les baptisant chambre à gaz ou salle de déshabillage. C'est faux. Que la première fois, ils disent ça parce qu'ils ne savaient pas. En effet, c'est le seul camp visible, Auschwitz, c'est même pas Auschwitz. À Auschwitz, il n'y avait pas de chambre à gaz, c'était à Birkenau qu'il y avait des chambres à gaz. Bon, à Auschwitz, ils avaient commencé à gazer, et il y a une baraque, il y a un immeuble, pas un immeuble, un bâtiment, parce que c'était une caserne, hein, Auschwitz. Donc c'est des bâtiments de 2 étages en dur. Il y a un bâtiment, c'est le 11, je crois. Et là, il y a des prisons où ils ont gazé des gens. Et puis après, ils ont construit le camp de Birkenau avec vraiment carrément les chambres de gazage. Donc, que cet homme, qui est quand même professeur de faculté, hein, et qui ose prétendre que ce que l'on dit est faux, mais où est-ce qu'il sort ces arguments? Qu'est-ce qu'il donne comme argument, lui, que ce qu'on raconte est faux? Qu'est-ce qu'il donne comme argument? Moi, j'aimerais l'entendre. Pourquoi on ne l'interroge pas? Bon, vous dites que ça n'avait pas existé. Eh bien, pourquoi que vous dites ça? Parce qu'ils ne veulent peut-être pas l'accepter. Mais on ne le dit pas. Tu ne dis pas sur toutes les ondes que ça n'a pas existé et tout. Quand tu le penses, tu peux. Est-ce que, parmi vous, ce que j'ai dit, il n'y en a pas qui disent « Oh, elle exagère un peu, hein, c'est pas vrai, elle raconte des blagues. » Non, c'est certainement. C'est trop précis. Oui, c'est trop précis pour que ce soit inventé. Oui, mais il se peut que des gens arrivent à dire « Non, elle raconte des blagues, c'est pas vrai. » Mais ils ne le crient pas sur tous les toits, et ils le pensent, et puis ça reste pour eux. Lui, il le crie sur toutes les ondes. Alors, justement, moi, je compte sur vous, parce que vous pensez bien, quand le dernier déporté va s'éteindre, mais ils sont là encore, ces mecs-là, hein. Ils sont là, les négationnistes. Ils sont encore bien vivants. On les a muselés parce qu'avec le gouvernement actuel, mais qui est notre gouvernement? Ça vous fait Hélas. peur qu'il y ait un autre gouvernement? Oui, j'ai peur. Bien précis. Oui, j'ai peur. Et naturellement qu'on a peur. Pour parce vous que, ou pour nous? pour vous, j'ai pas peur pour vous. Non, mais qu'on j'ai salisse peur votre pour mes mémoire enfants. ou pour Moi, j'ai notre peur pour avenir? mes enfants. Ils sont juifs. Mes petits-enfants sont... Non, mes petits-enfants ne sont pas juifs parce que leur mère est catholique. Mais on peut aussi le considérer. Pour les nazis, étaient juifs ceux qui avaient des grands-parents juifs. Mais peut-être qu'eux, ils peuvent décider que du fait qu'il y a un juif dans une famille, tout le monde est considéré comme juif, et vas-y, on va tuer tout le monde. Bon, qui sait? J'aimerais aussi savoir la première réaction que vous avez eue quand on vous a dit que vous allez recevoir les Palmes d'Or académiques. Oh, alors, moi, je vais vous dire, c'est pas de la fausse modestie. Hein. Je trouve que ce n'est pas mérité du tout. Vous avez plein de personnes qui font des choses extraordinaires. On ne les décore pas. Pourquoi qu'on me décore, moi? Parce que Parce que peut-être je vous parle. faites vivre cette mémoire. Comment? Vous faites peut-être vivre cette mémoire. Mais, vous osez parler, peut-être. Exactement, mais d'abord, primo, il y en a d'autres que moi qui font ce travail et on ne les décore pas. Sincèrement, toutes les décorations que je reçois, je ne vais même pas dire que ça fait plaisir, que ça me flatte. Non, c'est donné trop facilement. C'est donné trop facilement. Je ne me sens pas du tout une âme d'héroïne parce que je suis là et qu'on décore justement ceux qui malheureusement ne sont pas revenus.
Ceux-là, oui, on peut les honorer. Ces pauvres, ils ont souffert et ils ne sont pas là. Mais non, moi, je trouve que c'est pas mérité et c'est pas un honneur pour moi de recevoir la Légion d'honneur. On me la donne, je la porte, et je la porte pas toujours d'ailleurs non plus. Et les palmes académiques, commandeur vraiment, c'est trop. C'est trop. Donc en fait, C'est vrai que je suis tous les jours partie, c'est vrai que j'en fais beaucoup, mais pas au point de recevoir. Parce que pour moi, en réalité, palme académique, qu'est-ce que ça veut dire? c'est un titre. Mais c'est rien, aucune décoration. Donc vos décorations, vous les dédiez plus à ceux qui sont plus là qu'à vous-même. En fait. Exactement, exactement. Vous les Et acceptez puis pour ceux qui sont plus là. je donnerai des décorations à des gens qui souffrent pour faire quelque chose. Moi, je ne souffre pas. Au contraire, j'éprouve du plaisir. Ça me flatte, moi. Regardez, vous étiez je ne sais pas combien. Mais je suis rien, moi je suis une petite marchande qui vendait des bas et des chaussettes sur un marché. Et d'un seul coup, vous avez des professeurs qui m'écoutent, vous avez des élèves qui... Vous allez peut-être être, je ne sais pas moi, un député, conseiller, ce que je sais. Vous allez peut-être être président de la République. Et vous m'écoutez, moi, une petite marchande de chaussettes, qui ne sait même pas, qui connaît rien en algèbre et qui tout. Quand je vais parler devant certaines personnes, mais elles sont 10 fois plus instruites que moi, et on m'écoute. Vous connaissez des choses qu'ils ne te connaissent pas? Ah bah oui, bah j'espère que je souhaite qu'ils les connaissent même jamais. Mais c'est pas pour ça qu'on doit être décoré. Non, non, moi, les décorations, je leur donne pas le... non, non, je ne peux pas dire que je suis fière c'est pas une fierté pour moi de recevoir une décoration. On me la donne. Je ne la refuse pas. La première fois, j'ai refusé la Légion d'honneur. Pour moi, la Légion d'honneur, c'était comme dans le temps. Quelqu'un qui a fait un fait d'armes, un héros. Je ne suis pas un héros, j'ai eu de la chance. J'ai rien fait pour me sortir de ça. C'est le hasard, c'est la chance. Alors, parce que j'ai de la chance, on me décore. Je ne suis pas d'accord. Mais les décorations, ça c'est vrai qu'on m'en donne, j'en ai. Alors il va falloir faire comme les Russes qui mettent sur qui sortent avec tout un gilet plein de médailles. D'abord parce que ça coûte cher, il faut les acheter ces médailles, hein, et elles sont chères. Les petits rubans, tout ça, j'en perds autant que j'en ai, et ben ça coûte cher. Moi j'aimerais vous poser une question Oui, que je juge peut-être la plus importante. Est-ce que pour vous c'est symbolique ce que votre fils Richard a accompli jusqu'à aujourd'hui en rejoignant un groupe de musique, en montrant que la liberté d'expression continue en fait? C'est quand même symbolique comme histoire. Parce que c'est devenu une icône de la culture en fait. Attendez, alors ça c'est un petit peu spécial, ça c'est votre interprétation. Elle est beaucoup plus simple que ça. Richard foutait rien à l'école, il n'aimait pas l'école. Il tombe sur des copains qui le rencontrent en train d'écouter. Pourquoi? Parce qu'il sort de l'école, il y a le cirque d'hiver, il y a un groupe qui répète, la porte est ouverte, il rentre, il écoute. Les copains qui sont dans l'école avec lui, et à qui il ne parle même pas parce qu'ils ne lui plaisent pas, le voient et il dit « Ah bon, toi aussi tu aimes la musique ?» J'aime, ouais, j'écoute, quoi. Eh bien écoute, nous on a monté un groupe, et là que Richard se met à taper sur une chaise, ah ben voilà, il nous faut un batteur, tu seras batteur. Voilà comment Richard est histoire quand même. C'est une histoire, c'est un... Vous n'auriez jamais imaginé dans le camp. Hein? Vous auriez jamais imaginé, quand vous étiez au camp, d'avoir plus tard un fils batteur d'un groupe français. Mais non, mais j'aurais même pas dans le camp. Dans le camp, je n'imaginais rien du tout. Dans le camp, j'étais un robot qui ne pensait pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui pensaient plus tard, demain, ce soir, après. Je n'ai jamais pensé mourir, je n'ai jamais pensé vivre, je ne pensais pas. Je n'avais rien. Je ne sais pas, personne ne peut comprendre ça. Il n'y a que moi qui ça étonne, mais non, mon cerveau était vide complètement. J'étais un pantin. C'était peut-être mieux. Ça m'a rendu service. Parce que de réfléchir, de se rendre compte de tout ça, mais on ça devient vous aurait... fou dans un endroit comme ça si vous réfléchissez.
Moi, et les gens qui étaient avec des personnes de leur famille ou des amis très chers, qui avaient toujours peur d'être séparés, qui voyaient qu'on frappait quelqu'un qu'elle aime et tout, ceux-là ont peut-être pas le même, n'avaient pas la même caractère que moi. J'étais toute seule dans mon coin. Ça aurait été différent peut-être si j'avais une sœur et tout ça. Les hommes que j'avais, quand j'ai appris que mon neveu était vivant, là, mais il n'était pas devant moi, il n'était pas sous mes yeux, donc je l'avais complètement, je dirais même que je l'avais oublié. Ma sœur aînée qui était là 1 an avant moi, au début, j'ai essayé de voir le peu de gens que je rencontrais, quel convoituait. Et un jour, je suis tombée sur quelqu'un qui avait le même convoi que ma sœur, Léa Marcoux, on ne se connaissait même pas par nos noms. Alors, on ne pouvait pas savoir. C'était le hasard. Quand on connaissait le nom de quelqu'un, c'est parce qu'on l'avait connu avant, en prison ou à Drancy. Sinon, on ne connaissait pas les noms des gens. D'accord. Mais moi, Et ce que mon fils a fait, ça n'a aucun rapport avec la déportation. C'est sûr. Je suis très contente qu'il ait réussi, mais au début, je pensais toujours, et qu'est-ce que ça va donner? Et après, quand au début, ils ont eu du succès, mais ça aurait pu s'arrêter tout de suite. C'est sûr. Et eux aussi, ils ont eu de la chance. Et bien, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il ne faisait pas d'études, il n'aimait pas l'école, et tout ça. Il aurait peut-être fait quelque chose, mais quoi? Moi, je voulais qu'il soit à la sécurité sociale, un fonctionnaire. J'ai eu la chance, et moi, j'étais la plus heureuse des mères à une période où il a travaillé pendant 1 an à la sécurité sociale. Oh, moi, j'étais heureuse. Hein. Je ne voulais pas que mon fils soit... toutes les mères veulent que leur fils soit docteur, ingénieur. Ben non, moi, il n'était pas capable d'être ça. Il n'aimait pas les études. Il faut aimer, il faut être doué. Il ne l'était pas. Hein. Eh bien... je me contentais de le voir comme fonctionnaire, un petit fonctionnaire, une petite paye régulière, et on peut vivre très bien. C'est sûr que, heureusement qu'il ne m'a pas écouté. Lui-même, il n'y a pas quelle chance de pouvoir gagner sa vie avec une passion. C'est une chance extraordinaire, ça. Hein. Et je sais qu'il apprécie cette chance. Vous étiez en zone libre quand la rafle a commencé sur la zone occupée? Oui, j'ai certainement que j'étais déjà partie parce que je ne me souviens pas du tout d'avoir entendu parler de ça quand on était en zone libre à Paris. Maintenant, est-ce que j'étais peut-être égoïste au point de ne penser qu'à moi et qu'à ma famille? En tout cas, je ne me rappelle pas d'avoir entendu parler du Veldiv. Et certainement que si j'avais été à Paris, certainement que ça a laissé des traces, hein, j'en aurais entendu parler. Et alors en zone libre, eh bien, on a été pris par nos problèmes, il n'y avait pas la télé, la radio, ben, on l'écoutait mais en douce. Alors, je ne me rappelle pas avoir entendu parler du Veldiv. Je ne me rappelle pas. D'accord. Pour vous, le fait d'avoir oublié certaines choses, c'est encore une chance inouïe? Ça vous évite des souvenirs plus ou moins mauvais? J'ai quand même un peu honte d'avoir oublié les choses. Pourquoi que j'en ai retenu certaines et pourquoi que j'en ai oublié d'autres, j'en sais rien. Ce que je regrette surtout, et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas assez posé de questions quand je suis revenue. Je suis maintenant à ne pas savoir exactement ce qui s'est passé quand on a été arrêté. Jamais j'ai pu avoir une réponse précise. Jamais. Et j'ai jamais insisté non plus, parce que je posais une question, et puis vous savez comment font les conversations. On commence à parler de ça, puis d'un seul coup, on ne sait pas comment, on parle de choses différentes, un autre sujet. Eh bien, j'ai jamais insisté pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé quand on a été arrêté. C'est ça que j'ai pas assez insisté pour savoir. Alors, j'ai plus qu'une cousine et une sœur qui était survivante
Et là, à L2, j'ai dit, j'en ai marre, allez, je pose une question, répondez-moi. Et elles m'ont répondu, eh bien, différemment, toutes les deux. Elles sont à l'étalage, quelqu'un vient les prévenir, une dame. Qui est cette dame? J'aurais dû insister. Vient les prévenir, la famille a été arrêtée, il faut venir vous cacher. Elles ont emmené ma sœur et ma cousine dans une chambre. Qui est cette femme? Elles ont dû le savoir, mais au bout de tant de temps que j'ai posé la question, elles ne se rappellent plus. Une dit que c'est un tel, l'autre, elle dit que c'est pas ça, c'est pas elle, c'est pas vrai, c'est une autre. Hein. Qu'est devenue la marchandise? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et les autres, pourquoi qu'elles n'ont pas été arrêtées? Nous, avec mon père, on a cru que mes sœurs habitaient. Quand on est parti, on est tous habités ensemble, et puis après, chaque famille a eu son petit foyer. Donc j'avais une sœur, son mari, sa fille, elles ont été prévenues qu'on était arrêtés, elles sont parties à Montauban. Hein. Mais comment qu'elles sont parties à Montauban, qu'est-ce qu'elles ont fait, et tout ça? Pas poser de questions. Pas poser de questions. Je sais qu'elles ont été à Montauban, ils ont refait une vie à Montauban, c'est tout ce que je sais. Je sais que ma soeur l'avait mis dans une école privée, et soi-disant qu'ils n'étaient pas juifs, et ma soeur a mis sa fille dans une école privée, elle est capable de toutes les prières, elle les connaît, et elle a fait sa première communion. Ça, je le sais. Et même ma soeur raconte qu'à la communion, vous savez, les gens sont l'un derrière l'autre. À un moment donné, il y a les femmes, quand il y a des prières, quand on rentre à l'église, on met la main dans le bénitier, puis on donne l'eau à la personne qui est derrière. Eh bien, la bonne femme lui tend de l'eau, elle lui serre la main, bonjour. Alors que normalement, c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. Alors ça, voilà, ça c'est des petites anecdotes que j'ai, mais autrement, mais je sais pas, j'ai pas posé de questions, je sais pas ce qu'elles sont devenues. Je sais qu'elles ont été dans alors ma mère était malade, elle était dans la chambre au premier étage. Moi j'arrive, la Gestapo est là. J'aurais dû demander à mon père, on était en prison ensemble, mais maman. Demander, est-ce que la Gestapo est montée, a vu ma mère dans un tellement triste état, ils ont dit, oh la vieille qu'elle crève, on ne va pas s'embarrasser d'elle. Ou bien, ayant 4 personnes à arrêter, ça leur suffisait. Ils avaient leur quota pour la journée. Je n'ai pas posé la question à mon père quand j'étais avec lui. Je n'ai pas posé la question à ma mère, à mes sœurs quand je suis rentrée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tous les cas, ma mère, comment qu'on l'a sortie pour aller ailleurs? Elle était très très malade. Comment qu'ils ont fait? Comment qu'ils l'ont transportée? Qui les a aidés? Je sais pas. Ça reste des mystères. Je n'ai pas posé de questions. Maintenant, je me dis, mais comment j'ai fait? Pourquoi je n'ai pas posé de questions? Peut-être que vous les avez posées, vous avez oublié. Eh bien, les gens ne répondaient pas. Les gens ne répondaient pas. Les conversations se déviaient. Ma cousine et ma sœur, je comprends un petit peu, et ça, certainement que si j'allais voir un psy, il m'expliquerait la même chose. C'est elles qui m'ont dit d'aller manger. Normalement, moi, je ne voulais pas aller déjeuner. Je serais restée à l'étalage. Mais si j'étais restée à l'étalage, c'est peut-être pas moi seule qui aurais été arrêtée. Parce que quand je suis sortie de la maison, les tractions avant étaient là pour nous embarquer en prison. Autour des tractions, il y avait un jeune homme que nous voyions passer quand on était à l'étalage. Il passait souvent, je ne dis pas tous les jours, mais très souvent, et puis il me regardait. Mais on est des jeunes filles, un jeune homme passe, on ne pense pas du tout qu'il est dans la Gestapo ou qu'il est milicien. Les miliciens, c'est ceux qui... les Français qui donnaient... J'ai jamais entendu le son de sa voix à ce garçon. Hein. Il était pas mal, et puis il passait devant l'étalage, on est des jeunes filles, on pense qu'il y en a une des deux, une des trois qui a fait une touche, et c'est pour ça qu'il passe, il est timide, il passe, il repasse, et tout. Il était avec la Gestapo. Donc, il savait où étaient les personnes à l'étalage. Moi, j'ai vu ce type-là, j'ai dit, ça y est, je vais devoir arriver
ma cousine s'appelle Monette, ma soeur Jacqueline, je vais les voir arriver toutes les deux. Non, on ne les a pas vues arriver parce que quelqu'un les a prévenus et les a embarqués se cacher dans une chambre. C'est tout ce que je sais, je n'ai pas les détails. Comment après, mes sœurs qui étaient à Marseille, là aussi ça j'ai appris, quand elles ont quitté l'étalage, elles ont dû dire aux voisins, là ils ont dû avouer qu'elles étaient juives, mais ma famille est arrêtée, nous on va se cacher, occupez-vous de la marchandise. Et peut-être que ces personnes-là, à l'époque il n'y avait pas 36 trains, il y avait un train qui faisait l'aller, un train qui faisait le retour. Elle leur a dit, Sophie, c'est mes sœurs, Sophie et Lulu ont été à Marseille, ils savaient qu'elles revenaient le soir, donc il a été les attendre à la sortie du train, à la sortie de la gare, ne rentrez pas chez vous, votre famille a été arrêtée. Alors ça, je sais qu'elles ont été voir une amie à nous. Je faisais partie avec une de mes sœurs de l'équipe de basket, et c'était la capitaine. On avait sympathisé, on n'avait jamais dit qu'on était juifs, mais en fin de compte, tout le monde le savait, mais nous on croyait que personne ne le savait. Donc, elles ont été demandées asile, et cette personne leur a dit non, c'est pas possible, je ne peux pas vous recevoir, mon père et mes frères sont dans la résistance, la Gestapo les aurait peut-être même pas suivis, mais on s'imagine un tas de choses. Donc elle leur a dit non, moi je ne peux pas vous héberger. Mais ses frères et pères qui étaient dans la résistance leur ont donné le nom d'un patelin où elles ont été se réfugier. Alors je crois que c'est Bagnols-sur-Cèze, mais non, c'est Bourg, ah ça y est, ça me revient, Bourg-Saint-Andéol. Et elles ont été se cacher à Bourg-Saint-Andéol, toute la famille, avec ma mère. Comment ma mère a été transportée, je m'en veux de ne pas avoir posé ces questions. C'était la première chose que je devais poser. Mais quand je suis rentrée, j'étais très mal en point et je me suis laissée chouchouter sans poser de questions. Vous êtes déjà retourné à Birkenau? Ah oui, oui, il y a en 2000. La première fois? En 2000. Et ça vous a fait quoi? Je croyais que ça me ferait quelque chose. Et ça ne m'a rien fait du tout. Peut-être l'habitude, les 6 mois mais passés là-bas. non, Ça a changé. Vous avez vu, je vous ai montré une photo. Oui, Il y a de l'herbe, il y a des baraques toutes propres. C'est un lieu qui sent la vie. C'est pas du tout, mais c'est un décor. Si on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas savoir moi, ce qui s'est passé. j'ai témoigné devant des adultes le mois dernier. Il y a un monsieur qui s'est levé et qui m'a dit, j'ai été à Birkenau cet été. Il me dit, mais j'ai rien vu. Il n'y a rien. Mais je dis, vous étiez comment? Ah ben j'étais tout seul. Ah, vous n'aviez pas de guide? Non. Il était tout seul à Birkenau. Parce qu'il peut mais pas savoir. on ne voit rien. On ne voit rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas une tombe. Il n'y a rien. Il y a des stèles. C'est même pas écrit en français. Il n'y a rien. Depuis quelque temps, ils ont mis des stèles, mais je ne sais même pas ce qui est marqué sur les stèles. C'est même pas écrit en français. Il y a toutes les langues sauf le français. Hein. Mon association voudrait qu'on mette des bornes et que ces bornes, les gens avec les téléphones ou des trucs comme ça, se branchent sur... J'ai vu ça à Compiègne, au camp de Compiègne. C'est un camp de concentration. Les étrangers beaucoup, et puis les Espagnols, et puis les communistes. Il y a beaucoup d'arrestations. Ils sont à Compiègne. Vous avez des plaques noires. On vous donne, quand vous arrivez, je crois que on branche quelque chose à cette plaque, et vous avez un visage qui apparaît, et ce visage parle. C'est vivant au moins. C'est un prisonnier qui parle et qui raconte comment s'est passée sa vie. Il y a une autre borne, ce sera un autre prisonnier qui parlera et qui racontera sa vie. Mon association a fait un DVD qui dure 8 heures. C'est bien. Alors, il y a les arrestations, il y a les camps, il y a l'histoire le début du racisme, de l'antisémitisme. Enfin, il paraît qu'il est très, très complet. Mais il paraît aussi qu'il est très difficile à regarder. On ne peut pas le mettre sur n'importe quel... comment on dit? Lecteur. Ça ne va pas sur des lecteurs de cassettes, il faut comment qu'on appelle, un ordinateur, et ce n'est pas encore tous les ordinateurs. Donc, lui, il nous a emmenés par équipe
pendant 3 semaines, il y a 20 personnes qui témoignent dans les endroits où... Alors moi, je témoigne à la descente du train. Hein. Il y a un autre qui il travaillait au Canada. Le Canada, c'était l'endroit où tous les paquets arrivaient. Eh bien, lui, il travaille à l'endroit, il parle à l'endroit où il y avait le Canada. Un autre, il était aux cuisines. Il parle où il y avait la cuisine. Chaque déporté parle d'un endroit où il était. Et il est pas mal, ce DVD. Mais maintenant, lui, il voudrait autre chose. Et ça va se faire, certainement. D'accord. Mais quelqu'un qui va tout seul, sans guide, alors, il y a les guides polonaises qui ont été formés par le mémorial à Paris. Hein. Ils les ont emmenés, ils leur ont parlé, ils leur ont dit la façon dont ils devaient présenter, parce que c'est eux qui parlent, les guides polonaises. Elles veulent, c'est la Pologne qui entretient le camp de Birkenau, et ils veulent que ce soit leur guide qui parle. Alors nous, on est là à côté pour reprendre, parce qu'au début, ils disaient des bêtises grosses comme eux. Hein. Ils avaient appris vaguement, et alors, il y avait du chauffage, il y avait des choses vraiment petit à petit. Maintenant, ils savent parler, ils nous ont écoutés, ils ont écouté les anecdotes, ils les répètent comme si c'était eux qui les avaient vécues maintenant, et puis ils parlent en plus très très bien le français. Mais par contre, si on va sans guide, alors... Sans même savoir l'histoire. À Auschwitz, ce n'est pas pareil. À Auschwitz, ce sont des vitrines. Auschwitz, c'est un musée. Oui. Il y a des vitrines, il y a des baraques, et c'est pas grave, les baraques sont là, vous avez la baraque française, vous avez les baraques de Belgique, d'Italie, chaque pays a sa baraque. C'est pas un baraque, c'est des étages. Hein. Donc chaque pays a son bâtiment et ils ont fait des expositions. Je trouve pas terrible le bâtiment de la France, j'avais pas compris moi. J'ai pas compris. On voit des fils qui partent d'un endroit et alors après j'ai compris qu'au départ il y a beaucoup de fils et petit à petit on s'avance et puis il n'y a plus rien parce que tout le monde, ils ont tué tout le monde. C'est ça que j'ai compris, c'est peut-être pas tout à fait l'explication. Mais j'ai pas trouvé terrible le bloc français. Mais il y a des blocs de tous les pays. Alors là, à Auschwitz, oui, on voit. Vous avez une vitrine où il y a des cheveux, vous avez une vitrine où il y a des vêtements, où il y a des chaussures. On voit des brosses à dents, alors qu'on ne s'est jamais brossé les dents. Il y avait des tonnes de brosses à dents, il y avait des tonnes de... Les gens venaient avec leur... on leur dit prenez quelques affaires, affaires de toilette, et ben il y avait des blaireaux, il y avait des brosses à dents, il y avait des brosses à chaussures. Il y a des tonnes de vieilles lunettes, des tonnes des prothèses de l'époque. Vous savez, quand on voit les pauvres gens, ce qu'ils avaient comme prothèse, quand ils avaient une jambe, on leur avait remplacé une jambe. Ces pauvres gens qui avaient ça, disent non, à côté de ce qui se fait maintenant. Hein. Mais là, au moins, on voit quelque chose. À Birkenau, si vous êtes tout seul, vous ne voyez rien. Si vous n'avez pas quelqu'un, par exemple, si vous avez quelqu'un qui est mort à Birkenau, quelqu'un de votre famille, alors vous vous imaginez, vous voyez comment elle a vécu, c'est encore différent. Mais si vous allez comme un touriste qui va voir quelque chose dans un musée, mais non, là, il ne voit absolument rien, et ce qu'il voit, c'est bien. Maintenant, il y a des arbres, il y a une forêt, on voit des biches, on voit des lièvres qui courent dans le camp, on voit des chats. Sans le savoir, on pourrait croire que c'est un lieu de vie alors que c'est un lieu de mort. Mais exactement. Si vous ne savez pas, ça vous fait absolument rien. Vous êtes dans un endroit, j'ai jamais vu une herbe aussi verte, moi. J'ai jamais vu une herbe aussi drue et aussi verte. Parce qu'il y a tellement eu d'engrais, de phosphate dans la terre. Vous savez, quand ils brûlaient les corps, ils les transportaient dans un lac, mais ça s'envole, les cendres. Et il y en a plein dans la terre. Hein. Qui nourrissent la terre d'Auschwitz. Comment ? Ils nourrissent la terre d'Auschwitz. Ah ben c'est la terre de Birkenau, c'est pas Auschwitz. Oui. Parce qu'on dit Auschwitz, mais il y a une très grande différence entre ce qui se passait à Auschwitz et à Birkenau. Moi j'aime pas quand on dit Auschwitz pour Birkenau parce que c'est deux choses différentes. Des choses différentes. À Birkenau, on a vécu comme
comme des mendigos, des esclaves avec Des animaux. aucun respect pour nous. On était là pour crever, il fallait travailler pour eux, puis crever pour eux. Tandis qu'à Auschwitz, c'est déjà... Ils prenaient à Auschwitz des déportés juifs aussi, mais des déportés juifs des ingénieurs, des gens, des chirurgiens, des médecins, des musiciens, ils avaient besoin de ces gens-là, c'était des grosses têtes. Avant d'être dans un camp d'extermination, on n'avait jamais entendu parler de ça. Et dedans, On a un camp de travail. On allait dans un camp de travail. Et on a appris que c'était camp d'extermination après nous avoir triés. Quand on est rentré et qu'on a été triés et qu'on a appris que ceux qui étaient sur les camions, c'était pour les tuer, c'est là qu'on a appris que c'était un camp d'extermination. Avant, on ne pensait pas. Quand qu'on a poussé les gens à aller sur les camions, c'était parce que, par gentillesse, moi j'ai dit, les nazis, ils ne sont pas aussi sauvages qu'on le dit, c'est pas vrai. Ils ne sont pas inhumains, ils sont gentils, ils ne veulent pas qu'on se fatigue. C'était pire que ça. C'était des... je ne peux même pas comment expliquer. C'est plus l'inverse en fait, ceux qui ne sont pas humains. C'est même plus être des êtres humains, ça. Parce que comment, à l'avance, c'est ça qui est terrible, à l'avance, ils n'avaient pas encore arrêté des Juifs. Eh bien, à l'avance, ils savaient, ils se sont réunis, ils ont étudié, et moi je voyais l'image, je vois des hommes autour d'une table, et puis il y en a un qui commence à dire, alors les Juifs, c'est de la vermine, on va les tuer. Tiens, on va les tuer à coups de balle. Ah non, moi je connais, puis c'est un par un, ça va être long. Alors il y en a un, ils ont commencé par leurs victimes, les résistants allemands, ils les ont mis dans des camions avec des tuyaux d'échappement. Ils ont tué 25, pour tuer 25 personnes, il fallait attendre toute une journée, et puis les camions. Et ils ont étudié, et puis il y a un ingénieur, c'est moi qui invente ça, hein, un ingénieur agronome qui dit, mais vous dites que les Juifs c'est de la vermine. Moi, j'étudie pour tuer la vermine dans les champs qui empêche les graines de pousser. Je prends le zyklon B. Tiens, on peut peut-être essayer. Ça marche très bien. Ils ont essayé. Et puis, alors au début, ils en mettaient un bidon pour tant de personnes. C'était pas suffisant. Les gens mettaient des heures avant de mourir. Ils ont augmenté les doses et ils ont trouvé la dose exacte pour tuer alors, très peu de temps. Moi, j'ai toujours cru. C'est vrai, c'est de ma faute, j'ai envoyé papa et Gilbert, mais par contre, au moins, je leur ai épargné la souffrance. Une minute après, moi, je voyais les gens dans la chambre à gaz, une minute après, il n'y a plus personne. Donc, ils n'ont pas eu le temps, on leur a dit déshabillez-vous, ils pensent prendre une douche, et en fin de compte, on va les tuer. Mais ils n'ont pas le temps de réfléchir, une minute après, il n'y a plus personne. Mais ce n'est pas le cas. 5-10 minutes. Moi, j'ai appris que c'était 25 minutes, 20-25 minutes avant de mourir. Et après, en pire, j'ai appris par celui qui emmenait les gens dans la chambre à gaz et qui les sortait, comment il retrouvait les gens. Le sang qui sortait partout, les gens étaient en grappe parce que les plus costauds pensaient qu'en montant sur les épaules des autres, ils resteraient en vie là-haut parce que l'air le gaz est plus lourd. Le gaz est plus lourd. Le gaz tombait. Voilà comment j'ai lu comment mon père et mon petit frère sont morts. Et comment, dans la bousculade, les mamans avec leurs enfants ont dû les perdre, leurs enfants, quand on les poussait dans la chambre à gaz. Il ne vaut mieux pas détailler ça, c'est trop dur. Mais ça a dû être... En 25 minutes, qu'est-ce qu'ils ont dû penser, ces gens-là? Non, c'est vraiment des sauvages.